Le jour où Junior Malonga a quitté la maison, sa mère l'a serré dans ses bras comme si elle savait qu'elle le perdait à jamais. Il n'avait que 18 ans, un vieux sac sur l'épaule, et dans les yeux, cette flamme étrange des gens qui espèrent trop. Son père lui avait dit, « Tu n'as peut-être pas l'argent des autres, mais tu as quelque chose qu'ils n'auront jamais, la fin de réussir. » Junior y a cru. Du moins, au début. L'université qu'il rejoignait était la plus populaire de la ville, un monde où les fils de ministres et les enfants d'ouvriers s'asseyaient sur les mêmes bancs, mais ne vivaient pas dans le même univers. À l'internat, 10 étudiants s'entassaient dans une seule chambre. 5 seaux d'eau pour tous. Des draps humides, des chaussures déchirées, et un ventilateur qui ne tournait que pour se moquer du vent. Junior dormait souvent affamé, se lavait à moitié, et se répétait chaque soir, « C'est pour 3 ans. 3 ans seulement. » Mais 3 ans peuvent durer une éternité quand on vit au bas de la chaîne. Dans les couloirs, il croisait ses étudiants parfumés, ses chemises repassées, ses montres qui coûtaient le salaire annuel de ses parents. Ils parlaient anglais entre eux, comme pour rappeler aux autres qu'ils étaient nés au-dessus du sol. Quand il essayait de se mêler à eux, il riait, « Regardez, le gars de l'internat veut jouer les riches. » Junior souriait, mais au fond, chaque rire creusait un trou dans son orgueil. Le soir, dans le noir de la chambre, il disait à voix basse. « Un jour, vous me respecterez. Un jour, vous m'appellerez monsieur. » Son ami Christ lui répondait. « Frère, la gloire sans fondation, c'est du sable. » Junior fermait les yeux. Il ne voulait pas de sable. Il voulait un trône. Et ce soir-là, sans le savoir, il venait de faire le vœu qui allait changer sa vie. Le matin à l'internat, c'était la guerre. Pas celle des armes, mais celle de la survie. À 5 heures, on entendait les seaux d'eau s'entrechoquer comme des tambours d'urgence. Celui qui se réveillait tard n'avait plus rien, ni eau, ni savon, ni pitié. Junior se battait chaque jour pour un peu d'espace, pour un coin de seau, pour une goutte d'humanité. Les murs sentaient la sueur et les rêves épuisés. Christ, son camarade de lit superposé, disait souvent en riant. « Ici, c'est la prison des futurs docteurs. » Junior souriait, mais son regard restait lourd, sec, comme le fond du seau vide. Les repas étaient chronométrés comme à l'armée. À midi pile, les marmites se vidaient, et ceux qui arrivaient 10 minutes après regardaient les autres manger, la gorge sèche. Un soir, Junior revint du cours de maths trop tard. Il trouva son plat vide. Un étudiant plus âgé lui lança, la bouche pleine. « Ici, c'est pas ta maison, pauvre. » Junior baissa la tête, les poings serrés, pendant que Christ lui glissa un morceau de pain. « Frère, avale ta honte. Dieu voit. » Mais Dieu, Junior ne le voyait pas. Il ne voyait que les ventres pleins et les rires arrogants des autres. Les soirs d'insomnie, il observait ses camarades endormis. Leurs visages reflétaient la fatigue, les mains calleuses, les pieds fissurés. Christ, toujours calme, murmurait des phrases comme des prières. Ceux qui endurent la faim bâtissent les palais de demain. Mais Junior, lui, en avait marre de bâtir pour demain. Il voulait vivre aujourd'hui. Il voulait sentir un parfum qui coûte cher, porter une montre qui brille. Il voulait être celui qu'on regarde, pas celui qu'on ignore. Alors, lentement, sans le dire à personne, la colère se transforma en promesse. Le lendemain, à la fac, il observa les fils de riches. Ils arrivaient en voiture climatisée, riaient entre eux, portaient des chemises qui sentaient la victoire. L'un d'eux bouscula Junior sans s'excuser. Un autre dit en riant, « Fais attention, les habits de l'internat salissent vite. » Christ tira Junior par la manche avant qu'il ne réponde. « Laisse-les, frère. Le fer se trempe dans le feu. » Junior serra les dents. Il regarda ses sandales usées et se jura intérieurement. « Un jour, je marcherai sur le même sol qu'eux, mais avec des chaussures qui feront du bruit. » Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Il entendait encore les rires, les insultes, les marmites vides. Il sentit dans son ventre une faim plus profonde que celle de la nourriture, la faim du respect. Christ ronflait doucement, paisible, alors que Junior fixait le plafond en silence. Dans l'obscurité, il chuchota. « Je ne veux plus vivre comme ça. Plus jamais. » Et comme une réponse, un rat passa sur le plancher, grattant le bois.
Junior le regarda s'enfuir et murmura. Même toi, petit rat, tu cours vers ta liberté. Sans le savoir, lui aussi venait de commencer la sienne. Chaque nuit à l'internat avait le goût amer du renoncement. Quand le ventre criait trop fort, Junior buvait de l'eau pour tromper la faim. Quand il n'y avait plus d'eau propre, il se lavait avec celle que d'autres avaient déjà utilisée, celle qui sentait le savon fatigué et la poussière. Son miroir, c'était une assiette en métal cabossée où il apercevait un visage qu'il ne reconnaissait plus. Dans ce chaos, il gardait une seule arme, la lampe à pétrole. Chaque soir, il l'allumait comme un acte de résistance, se promettant qu'un jour, cette flamme-là deviendrait lumière sur sa vie. Un matin, en ouvrant son sac, Junior sentit un froid lui traverser le corps. L'enveloppe que ses parents lui avaient envoyée, ce petit billet de survie du mois, avait disparu. Quelqu'un l'avait volé. Il resta assis longtemps sur son lit, la tête baissée, le regard perdu dans le sol fendu. Christ posa une main sur son épaule. « Frère, ne pleure pas. L'argent, ça va, ça vient. » Junior répondit sans lever les yeux. « Oui, mais la faim, elle, ne part jamais. » Ce jour-là, quelque chose se cassa dans son cœur. Ce n'était plus la pauvreté. C'était l'humiliation. Junior commença à changer sans s'en rendre compte. Il parlait moins, regardait plus. Chaque fois qu'un étudiant riche passait, son regard restait accroché à ses chaussures, à sa montre, à la manière dont il saluait les professeurs. Il se disait, « Moi aussi, je peux être comme eux. » Mais Christ le ramenait toujours à la terre. Ne cherche pas à sauter les saisons, frère. La souffrance, c'est la forge des grands hommes. Junior serra les dents. Non, la souffrance, c'est la forge des faibles. Les grands hommes, eux, trouvent la sortie. Christ se tut. Il savait que son ami glissait. Cette nuit-là, Junior éteignit la lampe plus tôt. Il se dit qu'il en avait marre d'attendre un miracle. Marre de dormir affamé, de sentir le savon des autres sur sa peau, de vivre comme une ombre dans un monde de lumière. Il rêvait d'un vrai lit, d'un vrai repas, d'un vrai regard. Un jour, murmura-t-il, je ferai quelque chose de grand, même si le monde me juge. Christ, depuis le lit du bas, répondit simplement. Fais attention à ce que tu demandes, frère. Le diable aussi répond aux prières. Junior ne répondit pas. Il voulait juste respirer autrement. Le lendemain, alors qu'il traversait le couloir de la faculté, une affiche rouge attira son attention. Sur le panneau d'information, on pouvait lire. Soirée des admis à l'examen universitaire. Entrée gratuite pour tous les lauréats. Son nom figurait sur la liste, écrit en lettres droites, propres, presque fières. Autour de lui, les étudiants jubilaient, parlaient déjà de leurs habits, de leurs voitures, de leurs parfums. Junior sentit son cœur battre plus fort. Pour la première fois depuis longtemps, il eut une raison d'être vu. Il fixa l'affiche, esquissa un sourire discret, et murmura. Peut-être que ma chance commence ici. Le soleil tombait lentement sur la cour de l'internat quand Junior sortit sa chemise repassée à la main. Ce soir, il devait briller. Il avait passé la journée à emprunter des vêtements, un pantalon d'un ami, une ceinture d'un autre, un parfum qu'on lui avait prêté pour une seule vaporisation. Devant le miroir fendu, il murmura. Même un pauvre a le droit de sentir bon une fois. Christ l'observait, adossé au mur. Fais juste attention à ne pas confondre l'odeur du parfum avec celle du respect. Junior sourit faiblement. Ce soir, il voulait simplement appartenir. La salle de fête scintillait comme un monde irréel. Des guirlandes dorées pendaient du plafond, les filles portaient des robes qui semblaient sorties d'un rêve étranger, et l'air sentait le champagne et la réussite. Junior entra, le cœur battant, serrant son ticket comme un trophée. Autour de lui, les rires étaient polis, les sourires arrogants. Il s'approcha d'un groupe d'étudiants qu'il voyait souvent à la faculté, ceux qu'on appelait les fils de la ville haute. L'un d'eux le fixa, regarda sa chemise empruntée et lança. Là, l'internat a envoyé son ambassadeur ce soir. Les autres éclatèrent de rire. Junior sentit son visage chauffer. Il voulut répondre, mais ses mots moururent dans sa gorge. Il resta là, debout, au milieu de leur rire, comme une tache dans un tableau trop propre.
Il se disait, je ne leur ai rien fait. Pourquoi tant de mépris? Mais plus il pensait, plus sa poitrine se serrait. Il chercha un regard bienveillant, n'en trouva aucun. Ses mains tremblaient légèrement. Puis, d'une voix forte, un étudiant lança la phrase qui fit éclater la salle. S'asseoir avec toi, c'est poser une poubelle sur la table. Et cette fois, tout le monde rit jusqu'aux larmes. Junior resta figé quelques secondes, puis tourna lentement le dos. Il marcha vers le fond de la salle, sans un mot, sous les regards moqueurs. Chaque pas sonnait comme une gifle. Il s'assit dans un coin sombre, loin de la musique et des rires, avec un simple verre de jus devant lui. Les lumières clignotaient sur son visage tendu. Il observa les riches danser, trinquer, s'embrasser, vivre. Dans sa tête, une seule phrase tournait en boucle. Je ne veux plus jamais être le pauvre de la salle. Cette phrase devint une prière. Une promesse. Assis seul, Junior fixait son verre comme si le fond contenait un avenir. Les sons de la fête s'effaçaient peu à peu dans un bourdonnement lointain. La haine montait doucement, froide, calculée. Il se sentait invisible, inutile, minuscule dans un monde bâti sur la honte des autres. Puis, soudain, un homme s'approcha de sa table. Costume sobre, montre brillante, regard calme. Il posa sa main sur le dossier de la chaise en disant doucement. « Je n'ai pas aimé la façon dont on t'a parlé. » Junior leva les yeux. Pour la première fois ce soir-là, quelqu'un le regardait sans rire. L'homme dégageait une présence étrange, calme mais imposante. Sa voix, grave et lente, couvrait à peine le bruit des basses. « Je n'ai pas aimé la façon dont ils t'ont traité, jeune homme. » Junior le regarda, surpris. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. L'inconnu portait un costume sans plis, une montre qui brillait discrètement, et un parfum que même la pièce semblait respecter. Autour d'eux, la fête continuait, mais Junior n'entendait plus rien. Il sentit une chaleur monter dans sa poitrine, mélange de reconnaissance et de méfiance. Dans ses yeux, une question brûlait déjà, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? L'homme s'assit face à lui, posa calmement ses clés sur la table et dit. « Tu t'appelles Junior, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de toi. » Junior se crispa. « De moi? Comment? » L'homme esquissa un sourire mystérieux. « Les murs de cette université parlent. Ils disent que tu viens de loin, que tu te bats, que tu veux réussir. Et surtout, que tu mérites mieux que ce qu'on t'offre ici. » Junior baissa les yeux, gêné. « Je ne mérite rien, monsieur. » L'homme se pencha légèrement. « Tu te trompes. Le monde appartient à ceux qui osent le prendre. » Cette phrase vibra dans son âme comme un tambour. Junior sentit un frisson lui traverser la nuque. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler de lui avec autant de conviction. L'homme semblait lire dans ses pensées, comprendre ses blessures, sa rage cachée, ses humiliations muettes. « Tu veux que tout ça change, n'est-ce pas ?» dit-il. Junior hésita. « Bien sûr que je veux que ça change, mais personne ne donne sans rien prendre. » L'homme hocha la tête, comme s'il attendait cette réponse. « C'est vrai. Mais parfois, on donne juste parce qu'on voit un reflet de soi dans quelqu'un. » Junior fronça les sourcils. Cet homme ne ressemblait pas à un menteur, mais tout en lui sonnait trop parfait. L'homme sortit une enveloppe beige, la posa sur la table entre eux. « 100 000 francs, dit-il simplement. Junior écarquilla les yeux. « Pourquoi? » « Pour ta semaine. Mange bien, dors bien, fais-toi respecter. Ce n'est rien, crois-moi. » Junior sentit ses doigts trembler. L'argent semblait presque briller sous la lumière tamisée. « Pourquoi moi? » « Parce que tu en as besoin. Et parce que j'aide ceux qui ont encore faim. » Junior hésita, le cœur battant. Il voulait dire non, mais ses lèvres restèrent muettes. L'homme se leva lentement. Ne réfléchis pas trop. Le monde récompense rarement les prudents. Avant de partir, il tendit une petite carte à Junior. Sur le carton blanc, un nom, Eric. En dessous, une adresse écrite d'une main élégante. L'homme remit sa veste, ajusta sa montre et ajouta doucement. « Viens me voir dimanche. Ta vie changera. »
puis il s'éloigna dans la foule, comme avalé par la musique. Junior resta seul, l'enveloppe dans une main, la carte dans l'autre, figé entre peur et fascination. Les lumières clignotaient, mais son esprit s'était arrêté. Il murmura pour lui-même. 100 000 francs, juste pour parler? Et pour la première fois, la pauvreté lui parut plus lourde qu'une malédiction. Le lundi matin, Junior se réveilla avec la sensation étrange d'avoir quitté sa propre vie. Sur la table de chevet, l'enveloppe d'Éric brillait encore sous la lumière du jour. Il la rouvrit, compta les billets une deuxième fois, juste pour sentir le papier neuf glisser entre ses doigts. 100 000 francs. Il n'en avait jamais vu autant d'un coup. Ce jour-là, il décida qu'il n'irait plus manger le riz froid de l'internat. À midi, il entra dans le restaurant universitaire comme un prince parmi les mendiants. Les regards se tournèrent, les murmures suivirent. « Junior ? Ici ?» Et pour la première fois, il sourit sans honte. Cette semaine-là, tout changea. Junior mangeait chaud, buvait frais, riait plus fort. Il s'acheta une chemise neuve au marché, des sandales propres, et un parfum bon marché qui sentait la victoire. À l'internat, les autres étudiants le regardaient différemment. Celui qu'on ignorait devenait celui qu'on saluait. Il distribua 30 000 francs, disant « Partagez entre vous, mes frères. On souffre ensemble, non ?» Les rires reprirent, mais cette fois dans son sens. On le surnomma le boss de l'internat. Et dans le miroir fendu, il commença à aimer ce qu'il voyait. Mais l'argent a une odeur, celle qui attire les serpents. Chaque soir, Junior rangeait soigneusement ses nouvelles affaires dans son sac, en vérifiant 3 fois la fermeture. Il dormait le sourire aux lèvres, imaginant que tout venait enfin de commencer. Christ, lui, observait en silence. « Tu souris trop, frère. Fais attention, la lumière attire aussi les insectes. » Junior répondit en riant. « Laisse-moi briller un peu. J'ai trop vécu dans l'ombre. » Mais derrière ce rire, la peur murmurait. Et si tout disparaissait du jour au lendemain? Cette pensée le hantait. Il n'avait pas encore compris que le vrai vol ne commence pas avec les mains, mais avec les regards envieux. Le vendredi matin, Junior se réveilla au son d'un silence anormal. Son sac était ouvert. Vide. Ses habits neufs, ses sandales, même son parfum, tout avait disparu. Il chercha partout, affolé. Personne ne répondit. Les rires des autres résonnaient dans le couloir, étouffés, moqueurs. Il sentit la honte lui monter au visage. Le soir, en entrant en classe, il portait ses vieux vêtements. Un étudiant riche lança fort. Le miracle de Junior n'a duré que du lundi au jeudi. Toute la salle éclata de rire. Junior, les yeux bas, se dit simplement « D'accord. On va voir. » Cette nuit-là, il s'assit sur son lit, les poings fermés. Christ tenta de le calmer. « Frère, oublie. C'est juste de l'argent. » Mais Junior ne répondit pas. Son regard fixait l'enveloppe vide qu'il avait gardée comme un souvenir. Il la posa sur la table, la caressa du bout des doigts. Puis, d'une voix basse et dure, il murmura. « Il m'a dit de venir dimanche. Il est temps. » Le silence pesa lourd. Christ sentit que quelque chose venait de se casser chez son ami. Junior, lui, regardait déjà vers une adresse écrite sur une carte blanche. L'adresse du changement. Le dimanche arriva, chaud, silencieux, presque solennel. Junior prit le taxi le plus propre qu'il put trouver. L'adresse sur la carte le mena dans un quartier où les routes semblaient pavées de réussite. Devant le portail, un gardien en uniforme ouvrit sans poser de questions. À l'intérieur, le jardin brillait d'un vert trop parfait, les murs sentaient le parfum du pouvoir. Quand il entra dans le salon, il eut l'impression de respirer un autre air. Des tableaux dorés, des fauteuils blancs, une musique douce. Et au centre, assis calmement, Éric l'attendait, un verre d'eau à la main. « Bienvenue chez toi, Junior. » Junior resta debout, impressionné, presque étourdi. Éric sourit. « Assieds-toi. Respire. Tu es ici pour apprendre ce que la misère ne t'enseignera jamais. » Junior s'assit prudemment. Éric reprit. « Tu vois, le problème des pauvres,
c'est qu'il pense que la souffrance est une vertu. Il croit que Dieu aime les ventres vides. Mais non, Dieu aime ceux qui osent changer leur sort. Junior baissa la tête. Changer, oui, mais comment? Éric le fixa longuement, puis répondit d'une voix douce. Il existe plusieurs chemins vers la richesse. Certains prient. D'autres travaillent. Et d'autres acceptent simplement d'obéir. Junior sentit un frisson courir dans son dos. Le ton d'Éric avait changé, plus lent, plus pesant. Obéir à quoi? À qui? Demanda-t-il. Éric posa son verre, croisa les doigts. À moi. Et à mes règles. Tu n'auras rien à voler, rien à trahir. Juste à rendre service. Junior fronça les sourcils. Quel genre de service? Éric s'approcha lentement, s'assit à côté de lui. Des hommes fortunés me paient pour rencontrer de jeunes gens élégants et discrets. Chaque nuit vaut 100 000 francs. Le mot homme résonna dans la tête de Junior comme une gifle invisible. Il se leva brusquement. Jamais, cria-t-il, les poings tremblants. Je préfère mourir pauvre que de me vendre comme ça. Éric ne bougea pas, il souriait encore. C'est ce que disent tous ceux qui n'ont pas encore goûté à la vraie faim. Junior recula, dégoûté, confus. Tu penses que je suis comme ça? Que je pourrais faire ça? Éric répondit calmement. Je ne pense rien, Junior. Je sais juste que la pauvreté t'a déjà fait plus de mal que ce que je te propose. Le silence retomba, lourd, presque spirituel. Junior sentit ses jambes faiblir, son cœur battre dans sa gorge. Éric se leva, remit lentement sa veste, et marcha vers la porte. Avant de sortir, il posa une main ferme sur l'épaule de Junior. Je ne te demande pas une réponse maintenant. Réfléchis. Junior garda les yeux baissés, incapable de parler. Éric ajouta, presque en chuchotant. La pauvreté, Junior, est aussi une forme d'esclavage. Certains meurent dans leur chaîne, d'autres trouvent le courage de les briser. Puis il s'éloigna, laissant derrière lui un parfum cher et une phrase qui brûlait dans l'air. Junior resta seul dans le grand salon, le souffle court. Et pour la première fois, le silence lui fit peur. La nuit qui suivit la rencontre avec Éric fut la plus longue de la vie de Junior. Allongé sur son lit d'internat, il fixait le plafond fissuré comme s'il y voyait le visage de sa conscience. Chaque mot d'Éric résonnait encore dans sa tête, la pauvreté est aussi une forme d'esclavage. Autour de lui, les autres étudiants dormaient profondément, insensibles à ces démons. Le vent s'infiltrait par les vitres brisées, apportant le froid et l'odeur du savon bon marché. Junior ferma les yeux, mais le sommeil refusa de venir. La honte et la tentation se disputaient déjà son âme. Il se revit, petit garçon, assis sur une natte déchirée, regardant sa mère partager un repas trop petit pour 5 bouches. Il se souvint de la voix douce de son père disant « Fils, l'honneur ne se mange pas, mais il se garde dans le cœur. » Puis cette image se brouilla, remplacée par le souvenir du ventre vide, du riz sans sauce, de la fatigue dans les yeux de sa mère. Junior sentit les larmes monter. La dignité, c'était beau à dire. Mais elle ne payait ni les factures ni les rêves. Il murmura. À quoi bon mourir avec l'honneur si la faim me tue avant? La tentation s'installa en lui comme une ombre familière. Il pensa à l'argent d'Éric, à la chemise neuve, au parfum qu'on avait volé. À cette sensation de respect, fugace mais grisante, qu'il avait goûtée pour la première fois. Il sentit la culpabilité le serrer à la gorge. Et si c'était un piège? Et si je me perdais pour toujours? Mais aussitôt, une autre voix intérieure murmura. Et si c'était ta chance? Ton seul ticket pour sortir du trou? Il pleura en silence, les poings serrés. Dans sa tête, Dieu et le diable parlaient le même langage. Au petit matin, ses yeux étaient rouges, ses lèvres sèches, mais sa décision prise. Il se leva, prit une chemise propre et marcha lentement vers la sortie de l'internat. Christ l'appela. « Frère, tu vas où ?» Junior répondit sans se retourner. « Chercher la liberté. » Chaque pas qu'il fit semblait plus lourd que le précédent. Quand il arriva devant la maison d'Éric, le portail s'ouvrit comme s'il l'attendait. Éric était là, assis,
calme, souriant. Sans un mot, il tendit une petite clé argentée à Junior. Ce soir, dit-il, tu nais à une nouvelle vie. Junior prit la clé d'une main tremblante. Elle pesait peu, mais dans son cœur, elle semblait plus lourde qu'un destin. Il leva les yeux vers Eric, cherchant une trace d'humanité dans son sourire trop parfait. « Et si je regrette ?» demanda-t-il. Eric répondit doucement. « On ne regrette pas une renaissance, Junior. On la vit. » Puis il ajouta, en se tournant vers la porte. « À 22h, la vie frappera à ta porte. Ouvre-lui. » Junior resta seul dans le hall, serrant la clé contre sa poitrine. Et dans un souffle à peine audible, il murmura. « Maman, pardonne-moi. » Le nouvel appartement de Junior ressemblait à un rêve qu'il n'avait jamais osé rêver. Les murs sentaient le neuf, le lit était plus grand que toute sa chambre d'internat, et la lumière se reflétait sur le sol comme sur un miroir. Sur la table, une clé de voiture l'attendait, posée à côté d'un téléphone dernier cri. Un mot simple, écrit d'une écriture droite. « Bienvenue dans ta nouvelle vie. » Junior s'assit sur le lit, les mains tremblantes. Le silence du lieu lui faisait peur. Il avait l'impression d'être entré dans une cage dorée, sans savoir où se trouvait la serrure. La journée passa lentement, entre fascination et malaise. Junior visita chaque pièce comme un intrus dans sa propre maison. Il ouvrit les rideaux, admira la voiture depuis la fenêtre, et se surprit à sourire. Mais plus le soleil descendait, plus une peur sourde montait en lui. À 22h, une sonnerie brisa le silence. 3 coups à la porte, précis, maîtrisés. Junior sentit son cœur s'arrêter. Il regarda la montre, 22h pile. Il n'eut même pas besoin d'ouvrir pour comprendre, la vie dont Eric avait parlé venait de frapper. Et cette fois, elle ne demandait pas la permission. Il resta quelques secondes immobile, puis se leva, chaque pas résonnant dans le silence. Quand il ouvrit la porte, un homme plus âgé entra, bien habillé, le visage neutre, comme habitué à ce genre d'endroit. Junior voulut parler, mais sa gorge était sèche. L'homme posa un regard bref sur lui, puis sur le lit. Sans un mot, il posa une enveloppe sur la table. Le reste de la nuit fut une blessure sans cri. Junior ferma les yeux, priant que ce soit un cauchemar. Mais quand tout se termina, le silence revint plus lourd, plus sale, plus vrai. Au matin, Junior se leva lentement. Le lit froissé portait encore la trace de l'acte qu'il n'osait nommer. Il se regarda dans le miroir, les yeux rouges, le visage étranger. L'enveloppe était toujours là, bien remplie. Il l'ouvrit, compta mécaniquement, 100 000 francs. Le même montant que la première fois. Il sentit la honte remonter, puis la repoussa. Il alla vers la fenêtre, vit la voiture briller au soleil, et murmura. Tout ça, pour une seule nuit. Son cœur pleurait, mais ses mains tremblaient d'une excitation qu'il refusait de comprendre. Il passa la journée enfermé, incapable de manger, incapable de prier. À chaque reflet, il évitait son propre regard. Mais au coucher du soleil, la lumière orange du soir éclaira son visage dans le miroir. Il se força à se regarder, droit dans les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Puis un sourire, fragile, naquit au coin de ses lèvres. « Ça valait peut-être le coup », murmura-t-il. Le miroir, silencieux, refléta l'image d'un garçon perdu entre deux mondes. Et dans ce reflet-là, Junior comprit qu'il venait de signer un contrat invisible. Un contrat sans papier, mais avec son âme. 2 semaines plus tard, Junior ne ressemblait plus au garçon de l'internat. Ses pas claquaient sur le sol, ses habits parlaient avant lui. Chemise repassée, montre étincelante, chaussures vernies, chaque détail criait réussite. À son poignet, le temps lui-même semblait s'être mis à son service. Quand il entra à l'université, les regards se tournèrent. Ceux qui riaient autrefois baissèrent les yeux. Les filles chuchotaient son nom. Les garçons demandaient des conseils. Junior savourait le goût du pouvoir silencieux, celui qu'on ne crie pas mais qu'on devine. Et dans son cœur, une phrase murmurait, « Enfin, il me voit ». Dans les couloirs, les étudiants riches vinrent vers lui. L'un d'eux, étonné, demanda en souriant. « Frère, t'es devenu quelqu'un, on dirait. C'est quoi ton secret ?
Junior haussa les épaules, comme si la question l'amusait. Je fais un peu dans la crypto-monnaie, répondit-il calmement. Ce mot, crypto, flotta dans l'air comme une incantation magique. Personne ne comprenait vraiment, mais tout le monde acquiesça. Il savait qu'à l'université, la vérité n'avait pas besoin d'être réelle, seulement rentable. Et ce jour-là, Junior comprit une chose. Le respect n'avait jamais été une question de mérite, seulement d'apparence. Les jours suivants, il vécut comme un roi dans un royaume d'illusions. Chaque matin, il se regardait dans la glace avant de partir, répétant « Aujourd'hui, je suis quelqu'un ». Mais la nuit, quand il retirait ses habits de luxe, il sentait encore le poids invisible de ses actes. L'argent remplissait ses poches, mais vidait son âme. Il essayait de prier, mais les mots ne sortaient plus. Dieu lui semblait désormais trop loin, trop pur pour l'écouter. Alors il priait autrement, devant ses billets empilés. Protéger ma chance, même si elle vient du mal. Et le mal, lui, souriait en silence. Junior retourna souvent dans les lieux où on s'était moqué de lui. Cette fois, on lui offrit une place à la meilleure table. Il payait l'addition sans broncher, riait fort, distribuait des conseils comme un homme d'affaires accompli. Les autres étudiants de l'internat venaient lui demander de l'argent, il donnait sans compter. Christ, lui, observait à distance, inquiet. « Tu brilles trop vite, frère, lui dit-il un jour. Junior répondit froidement. « Et toi, tu réfléchis trop lentement. » Entre eux, un mur invisible venait de naître, celui qu'érige la honte déguisée en fierté. Le soir, après les cours, Junior rentra dans son nouvel appartement. Sur la table, une nouvelle enveloppe l'attendait. Pas de mots, pas d'instructions. Juste le silence et l'odeur du parfum d'Éric. Il sut ce que cela signifiait. Il s'assit, ferma les yeux, et un sourire forcé se dessina sur ses lèvres. « Double vie, murmura-t-il. L'étudiant le jour, marchandise la nuit. » Il prit une grande inspiration, rangea l'argent, enfila sa chemise noire. Puis il se regarda dans le miroir une dernière fois et dit, d'une voix calme. « Je suis devenu celui qu'il respecte, mais que je déteste. » Le fossé entre Junior et Christ se creusait jour après jour. L'un parlait d'avenir, l'autre de vérité. Quand Christ évoquait Dieu, Junior parlait de réussite. Quand Christ citait la patience, Junior citait les chiffres. Leur discussion finissait toujours mal, comme deux langues qui ne pouvaient plus se comprendre. Un soir, Christ le fixa longuement et dit « Tu brilles trop pour un gars qui n'a pas de source claire. » Junior sourit, un sourire qui cachait la peur. On ne demande pas au soleil d'où vient sa lumière. Et ce jour-là, leur amitié s'éteignit, lentement, sans bruit. Chaque fin du mois, Junior envoyait de l'argent à ses parents. Des sommes qu'ils n'avaient jamais vues de leur vie. Sa mère pleurait de joie au téléphone. « Mon fils, tu es notre fierté. Tu as brisé la malédiction. » Il souriait, mais son cœur se fissurait un peu plus à chaque mot. Son père disait souvent « Et tu vois, le monde récompense les travailleurs honnêtes. » Junior baissait les yeux, incapable de répondre. Il savait qu'il avait échangé son innocence contre leur bonheur. Et dans le silence après chaque appel, il entendait sa conscience murmurer « Et tu les nourris avec ton âme. » La nuit, Junior ne dormait presque plus. Les chambres d'hôtel s'enchaînaient, les visages aussi. Certains soirs, il ne retenait même plus les prénoms. Le parfum du luxe lui collait à la peau, mais l'odeur de la honte ne partait jamais. Pour tenir, il se disait « Je ne fais que survivre. Les autres vivent, moi je paie le prix. » Il commençait à aimer la nuit, car c'était la seule qui ne le jugeait pas. Le jour, il souriait. La nuit, il se vidait. Et chaque lever du soleil lui donnait la sensation d'un châtiment qu'il méritait presque. Junior devint une légende silencieuse à l'université. On disait qu'il investissait, qu'il gagnait gros, qu'il avait eu le sens des affaires. Les filles le suivaient, les garçons l'imitaient. Éric, lui, observait tout avec satisfaction. Une nuit, après un dîner fastueux, il posa son verre et dit « Tu as fait du chemin, Junior. Tu es prêt pour la prochaine étape. » Junior fronça les sourcils. « Quelle étape ?» Éric sourit lentement,
comme un serpent sûr de sa morsure. Tu vas quitter le niveau des apprentis. Tes nuits vont enfin valoir leur vrai prix. Un silence tomba, plus froid que l'argent qu'il gagnait. Eric glissa une enveloppe plus épaisse que d'habitude sur la table. Ceci est ton avance, dit-il. Junior l'ouvrit, les billets semblaient ne jamais finir. 500 000 francs la nuit. Junior sentit son souffle se bloquer. Une part de lui voulait crier, l'autre voulait sourire. Eric se leva, lui tapota l'épaule. Bienvenue dans le vrai monde, Junior. Là où les riches n'achètent pas les corps, mais les âmes. Junior resta seul, la tête baissée, la main crispée sur l'enveloppe. Et dans le reflet du miroir, il se vit sourire. Un sourire qu'il ne reconnaissait plus. Le nom de Junior Malonga devint une rumeur dans toute l'université. Les filles disaient qu'il sentait la richesse, les garçons prétendaient qu'il avait des connexions politiques. Chaque week-end, il organisait des fêtes où le champagne coulait comme l'eau à l'internat. Les voitures de luxe s'alignaient devant sa maison, la musique faisait trembler le quartier. Junior aimait cette sensation, celle d'être au centre du monde. Dans chaque éclat de rire, il noyait un souvenir de faim. Dans chaque toast, il enterrait un peu plus sa culpabilité. Le luxe n'était plus un rêve, c'était une anesthésie. Eric, toujours discret, apparaissait parfois à ses fêtes. Il restait en retrait, observant Junior comme un professeur qui regarde son élève briller. Un soir, il lui dit : « Regarde-toi. Tu étais un mendiant du respect, et te voilà roi. » Junior rit, le verre à la main. « Grâce à vous, patron. » Eric répondit calmement. « Non, grâce à toi. Tu as compris que la morale, c'est un luxe réservé à ceux qui n'ont jamais connu la faim. » Junior acquiesça, presque fier. Ces mots sonnèrent comme une bénédiction. Il ne voyait pas encore qu'ils étaient en réalité une malédiction. Plus Junior s'enrichissait, plus il s'éloignait de son humanité. Il se surprenait à mépriser les visages fatigués des étudiants de l'internat. Quand il passait près d'eux, leur regard lui rappelait trop ce qu'il avait été. Alors il les ignorait, comme on évite un miroir. Un jour, un camarade lui demanda un peu d'argent pour payer ses cours. Junior répondit froidement. « Tu crois que l'argent tombe du ciel ? Travaille, mon frère. » Christ, qui observait la scène, détourna le regard avec dégoût. Junior sentit un pincement, mais il l'écrasa aussitôt. La honte ne faisait plus partie de son vocabulaire. Le cercle de Junior s'élargit. Influenceurs, hommes d'affaires, politiciens, ils parlaient leur langue, imitaient leurs gestes. Les week-ends, il roulait dans sa voiture flambant neuve, musique à fond, lunettes noires, indifférent au monde. Il offrait des cadeaux à ses conquêtes, mais dormait seul, entouré de vide. Quand les journalistes étudiants voulurent l'interviewer sur son succès, il répondit. Le secret ? Croire que la pauvreté est un choix. Eric, assis à côté, éclata de rire. Tu apprends vite, Junior. Le jeune homme sourit fièrement, sans remarquer que derrière chaque rire d'Eric se cachait une chaîne invisible. Ce soir-là, après une fête interminable, Junior rentra seul. Les bouteilles vides gisaient au sol, la musique s'était tue, le silence reprenait ses droits. Il s'approcha du miroir, desserra sa cravate et murmura. « Regarde-toi. Tu as tout, absolument tout. » Mais son reflet resta muet, vide, distant. Au loin, un orage grondait, comme une colère céleste longtemps retenue. Junior sourit amèrement, prit une gorgée de champagne tiède et souffla. « Je ne suis plus comme eux. Je ne serai plus jamais pauvre. » Il ne savait pas encore que cette phrase deviendrait bientôt sa malédiction la plus lourde. Le jeudi soir, la maison de Junior brillait comme un temple du luxe. Les rideaux fermés, les lumières tamisées, la musique douce, tout semblait parfait. Mais à quelques mètres de là, derrière la clôture, une ombre observait en silence. Christ, le frère d'autrefois, celui de la faim et des lampes à pétrole, tenait son téléphone tremblant dans la main. Il ne savait pas encore ce qu'il allait voir. Il voulait seulement comprendre. Puis, au moment où la porte du balcon s'ouvrit, il vit Junior. Et derrière lui, un homme adulte, richement habillé. Le monde de Christ s'effondra en une seule image.
Le choc le cloua sur place. Il filma sans réfléchir, la main moite, le souffle court. Chaque seconde lui brûlait les yeux. Quand la porte se referma, il s'éloigna, le cœur battant. Le lendemain, il entra dans la maison de Junior, sans prévenir. Junior, surpris, sortait de sa chambre, chemise à moitié boutonnée. Christ tenait toujours son téléphone. Le silence entre eux était plus lourd que des insultes. « Alors c'est ça, ta richesse » dit Christ d'une voix cassée. Junior pâlit, incapable de parler. Christ montra l'écran, la preuve était là, vivante, irréversible. Rien ne pourrait plus effacer cette image. Junior tomba sur le canapé, le visage dans les mains. Il tenta de parler, balbutia. « Tu comprends pas, j'avais pas le choix. » Christ serra les dents. « On a toujours le choix, frère. Toi, t'as juste choisi la honte. » Junior leva les yeux, en larmes. « J'ai fait ça pour m'en sortir, pour mes parents, pour la vie qu'on rêvait. » Christ resta debout, froid. « Et tu crois que le diable donne sans reprendre ?» Junior pleurait maintenant, sincèrement. Puis, dans un souffle brisé. « Dis-moi combien. Combien pour que tu oublies ça ?» Christ sourit. L'amitié venait de mourir. Junior sortit une valise, la remplit de billets. 10 millions. Prends-les, mais ne dis rien. Christ prit la valise, sans hésiter. Il s'approcha lentement, posa sa main sur l'épaule de Junior. Ne t'inquiète pas. Ton secret mourra avec moi. Mais derrière son regard calme, il y avait une lueur nouvelle, celle du pouvoir. Les jours suivants, Christ revint. Parfois pour de l'argent, parfois juste pour rappeler qu'il savait. Junior payait, sans discuter. Chaque versement était une confession silencieuse. Et chaque billet achetait un peu plus de son propre esclavage. Un soir, Christ s'assit face à Junior, un verre à la main. « Et tu sais, frère, dit-il avec lenteur, je ne veux plus seulement ton argent. » Junior leva les yeux, fatigué. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Christ sourit, un sourire qui rappelait celui d'Éric. « Je veux entrer dans ton monde. Je veux ce que tu as. » Junior sentit son sang se glacer. Le cercle se refermait. Il venait de créer un nouveau monstre, façonné à son image. Et dans le silence pesant de la nuit, il comprit que certains secrets, une fois partagés, ne se partagent plus. Ils se propagent. Tout commença par une fatigue étrange. Junior pensait d'abord que c'étaient les nuits sans sommeil, les fêtes, les excès. Mais très vite, son corps se mit à parler dans une langue qu'il ne comprenait plus. Des douleurs sourdes dans le ventre, des brûlures sous la peau, une faiblesse constante. Un matin, il vomit du sang. Le miroir lui renvoya un visage creusé, les yeux ternes, la peau jaunâtre. Le roi de l'université ressemblait désormais à un fantôme de luxe. Dans le silence du matin, il murmura. « Ce n'est rien, juste la fatigue. » Mais au fond de lui, il savait que quelque chose se brisait. Les médecins furent les premiers à se rendre. Analyse, scanner, ordonnance, rien ne révélait l'origine du mal. « Vos organes semblent fonctionner, mais ils se dégradent sans raison, » dit un docteur, inquiet. Junior resta muet, les yeux fixés sur les papiers. À chaque visite, les visages devenaient plus sérieux, plus confus. Certains murmuraient entre eux, d'autres évitaient de le regarder dans les yeux. Il rentrait chez lui, chaque fois plus faible, plus vide. Même le parfum qu'il portait autrefois avec fierté lui donnait la nausée. Le luxe avait perdu son odeur. Et dans le miroir, il commençait à voir quelque chose de plus effrayant que la maladie, lui-même. Junior se mit à avoir peur de la nuit. Il rêvait de visages inconnus, d'hommes sans yeux, de mains glacées qui touchaient son corps. Chaque matin, il se réveillait trempé de sueur, persuadé qu'on l'observait. Il tenta d'appeler Christ, mais son ami ne répondit plus. Même Éric restait silencieux depuis des jours. Alors il appela, enfin, d'une voix tremblante. « Monsieur, je ne vais pas bien, je crois que je meurs. » Au bout du fil, Éric resta silencieux quelques secondes, puis répondit calmement. « Tu ne vas pas mourir, Junior. Tu vas comprendre. » Cette phrase résonna dans son esprit comme une menace déguisée en promesse.
Quelques heures plus tard, Eric arriva chez lui. Il observa Junior sans un mot, son teint cireux, ses lèvres pâles, son souffle court. Pour la première fois, il semblait réellement troublé. « Et tu n'es plus dans le domaine médical, dit-il lentement. Ce mal n'a pas de nom. Il lui donna une adresse griffonnée sur un papier. Va voir cet homme. C'est un spirituel. Lui seul peut t'expliquer. Junior prit le papier sans parler. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient vides. Quand il releva la tête, Eric était déjà parti. Et pour la première fois, le silence ne lui obéissait plus, il le dévorait. Le lendemain, Junior se rendit à l'adresse indiquée. Une maison isolée, sans enseigne, avec un vieux portail rouillé. À l'intérieur, l'air sentait la cendre et les herbes brûlées. Un vieil homme au regard noir l'attendait. Il le scruta sans un mot, puis posa sa main sur sa poitrine. Junior sentit une chaleur violente l'envahir, puis une douleur si profonde qu'il cria. Le vieil homme recula, le visage grave. Ton corps se décompose de l'intérieur. Ce n'est pas une maladie. C'est une dette. Junior, haletant, demanda. Une dette? Envers qui? Le vieil homme répondit simplement. Envers ceux qui t'ont acheté. Le maître spirituel observait Junior comme on regarde une chandelle prête à s'éteindre. Son regard n'avait ni colère ni pitié, seulement une lucidité glaciale. Assieds-toi, dit-il d'une voix rauque. Junior obéit, le souffle court, les yeux pleins de peur. Le vieil homme disposa devant lui 3 bougies et une calebasse d'eau sombre. L'air se fit lourd. Une brume invisible sembla se lever dans la pièce. Puis le maître murmura. Ton âme a été signée, Junior. Pas par force, mais par choix. Junior sursauta. Qu'est-ce que vous racontez? Le vieil homme baissa les yeux. Tu as accepté le pain du diable, il réclame maintenant ton sang. Le maître posa sa main sur la calebasse, et l'eau devint trouble. Chaque nuit où tu as vendu ton corps, un fragment de ta lumière s'est détaché. Jusqu'à la dernière fois, celle où tu as couché avec un initié. Il t'a offert, volontairement, à sa secte. Junior chancela. Mais, je ne savais pas. Le vieil homme secoua la tête. Tu savais, mais tu as fermé les yeux. Le consentement ne vient pas des mots, il vient du désir. Junior sentit le monde tourner. Dites-moi qu'il y a une solution. Je donnerai tout ce que j'ai. Le maître le regarda tristement. Tu as déjà tout donné. Junior tomba à genoux, hurlant, le visage baigné de larmes. Il se frappa la poitrine. Seigneur, pardonne-moi. Je voulais juste vivre. Je voulais juste être respecté. Ces mots résonnaient dans la pièce comme un écho sans réponse. Autour de lui, les bougies vacillaient, comme si elles pleuraient aussi. Chaque image de sa vie défila dans son esprit. Le visage de sa mère, les rires de l'internat, la main d'Éric, les nuits sans lumière, la honte, la vanité. Il comprit que son succès n'avait été qu'un cercueil doré. Et dans ce silence déchirant, il murmura. J'aurais préféré mourir pauvre. Le maître s'approcha lentement, posa une main sur son épaule. Il te reste un peu de temps. Profitant pour réparer ce que tu peux encore réparer. Junior se leva difficilement, tremblant. Rentré chez lui, il prit un carnet et écrivit, d'une écriture tremblante. À mes parents, qui ont cru en moi. Pardonnez le fils que vous ne connaissiez pas. Tout ce que j'ai appartient désormais à ma famille. Que ma mort soit ma dernière offrande. Il signa en silence, les larmes brouillant l'encre. Puis, dans un murmure à peine audible. Maman, je rentre bientôt, mais pas comme tu l'espères. Le lendemain, Junior retourna voir le maître spirituel. Il entra, le visage apaisé, comme quelqu'un qui a fait la paix avec la douleur. Le vieil homme ne dit rien, il ferma les yeux, posa 2 doigts sur son poignet. Son front se plissa, puis il murmura. C'est fait. Le conte a commencé. Junior leva les yeux, perdu. Combien de temps me reste-t-il? Le vieil homme répondit sans le regarder. 3 jours. Dans 3 jours, ton souffle s'arrêtera. Le jeune homme ferma les yeux,
serra son carnet contre sa poitrine. Et un sourire triste traversa son visage. Alors, j'ai encore 3 jours pour être vrai. Le temps s'était ralenti pour Junior. Chaque minute semblait peser une vie. Depuis 3 jours, il vivait comme un homme déjà enterré, le regard tourné vers l'invisible. Dans sa chambre, les rideaux restaient fermés, le téléphone en mode silencieux. Sur la table, les lettres étaient prêtes, une pour ses parents, une pour Christ, une dernière pour lui-même. Il avait cessé de pleurer et il ne restait plus de larmes à offrir. Le maître spirituel avait eu raison, son corps se vidait, mais son âme s'éveillait. La mort n'était plus une peur. C'était une promesse de repos. Junior passa la matinée à relire ses lettres. Chaque mot lui brûlait les doigts. Pardonnez-moi d'avoir choisi la route la plus courte vers le succès. Je voulais être grand, j'ai fini petit. Il plia doucement les feuilles, les glissa dans des enveloppes. Puis il prit son téléphone, ouvrit sa messagerie vocale, et enregistra un message. Sa voix était faible, mais posée. Christ, mon frère, je t'en veux pas, dis à mes parents que je les aime. Et pardonne-moi. Il resta silencieux un instant, puis ajouta d'un souffle. Dis à Dieu que j'ai compris trop tard. Puis il coupa le téléphone. Dans l'université, son absence devenait une rumeur. Les étudiants murmuraient, Junior est malade? Il voyage? Personne ne savait vraiment. Certains disaient l'avoir vu pâlir, d'autres affirmaient qu'il préparait un grand projet. Christ, lui, savait. Quand il reçut le message, son cœur se brisa. Il réécouta la voix de Junior plusieurs fois, les yeux pleins de larmes. Pardonne-moi. Ces mots résonnaient comme un adieu qu'on ne pouvait plus refuser. Il voulut courir jusqu'à lui, mais son corps resta cloué, écrasé par la honte. Car dans son silence, il comprenait enfin qu'il avait contribué à la chute de son frère. Pendant ce temps, Junior s'était allongé sur son lit. Il portait une chemise blanche, propre, celle qu'il gardait pour les grands jours. Autour de lui, l'air était immobile. Il ferma les yeux et commença à prier, pas pour être sauvé, mais pour être pardonné. Ses lèvres bougeaient lentement. « Et Seigneur, prends tout, même ma honte. » Puis il respira profondément, une dernière fois, comme pour remplir son âme avant le grand départ. Le vent entra doucement par la fenêtre entr'ouverte. Et dans ce souffle, il sentit une paix étrange, douce, infinie. Le luxe n'existait plus. Seule la lumière comptait encore. Lorsque Christ arriva chez lui quelques heures plus tard, il trouva la porte entr'ouverte. Sur la table, 3 enveloppes. Sur le lit, Junior, paisible, les mains croisées sur la poitrine. Aucune trace de souffrance. Juste un silence qui semblait prier. Christ tomba à genoux, le visage noyé de larmes. Il prit la main froide de son ami et murmura. « Tu n'étais pas fait pour ce monde. » Dans la poche de Junior, son téléphone vibra une dernière fois, un rappel automatique, comme une ironie du destin. Écran allumé, une phrase y brillait encore. « Le succès t'appelle. » Mais Junior ne répondit plus jamais. La nouvelle de la mort de Junior se répandit comme une onde de choc. En une matinée, toute l'université sombra dans un silence lourd. Les rires cessèrent, les musiques s'éteignirent, même le vent semblait marcher à pas lents. Les professeurs parlaient bas, les étudiants portaient le noir. Sur les réseaux, son visage circulait, accompagné de mots qu'il n'aurait jamais cru. Un modèle. Un battant. Un exemple pour la jeunesse. Mais ceux qui l'avaient humilié autrefois évitaient son nom, comme s'il brûlait. Le roi de l'université était parti et personne ne savait vraiment de quoi il était mort. Pendant que la ville pleurait, Eric avait disparu. Son appartement, vide. Son numéro, injoignable. Les portes closes, les meubles enlevés, aucune trace de sa vie. Certains disaient qu'il avait quitté le pays. D'autres murmuraient qu'il n'avait jamais existé vraiment. Seuls quelques gardiens affirmaient avoir vu, la veille de la mort de Junior, une voiture noire venir chercher des cartons au milieu de la nuit. Depuis, plus rien. Comme si le vent avait effacé son nom. Mais dans le cœur de Christ, une certitude s'ancrait. Eric n'avait jamais été un homme, mais une promesse, et une prison. Christ assista à l'enterrement sans dire un mot.
Sous la pluie, il regardait le cercueil descendre lentement dans la terre, comme un secret qu'on ensevelit. Il tenait son téléphone dans la poche, lourd comme une pierre. Sur cet écran dormait la vérité, la vidéo. Chaque vibration lui rappelait ce qu'il savait. Chaque larme de la foule creusait sa culpabilité. Il voulait parler, tout révéler, libérer la mémoire de Junior. Mais une autre voix murmurait. À quoi bon salir un mort? Alors il resta debout, trempé, figé entre le devoir et la peur. L'âme divisée, comme un juge sans verdict. Les jours passèrent. L'université organisa une cérémonie à la mémoire de Junior. Son portrait trônait sur un grand écran, entouré de bougies. Christ monta sur scène pour lire un texte. Mais quand il ouvrit la bouche, aucun mot ne sortit. Il voyait le visage de Junior partout, dans la lumière, dans les yeux du public, dans sa propre honte. Il descendit de la scène sans dire un mot. Le soir même, chez lui, il s'assit sur son lit, alluma son téléphone. L'écran montra la vidéo. Le souffle de Junior, la vérité brute. Et les larmes de Christ commencèrent à couler. Il resta ainsi des heures, le regard perdu dans la lumière bleue de l'écran. Autour de lui, le monde dormait, ignorant le poids de ce qu'il tenait. Le fichier clignotait, partagé? Oui et non. Son doigt tremblait. Il pensa à la justice, à la honte, à la paix. Puis il leva les yeux vers le ciel, comme pour demander conseil. Aucune réponse. Seulement le silence. Alors il murmura, la voix brisée. Peut-être que certaines vérités doivent mourir avec ceux qui les portent. Une larme tomba sur l'écran. Christ éteignit le téléphone. Et dans la pénombre, une phrase flotta. Le silence a un prix. Junior Malonga n'était pas un monstre. Il n'était pas né pour la honte, ni pour la gloire. C'était juste un garçon ordinaire, avec une fin extraordinaire. Une fin de respect, d'amour, de reconnaissance. Mais dans un monde où l'apparence vaut plus que la vérité, il a cru qu'il fallait vendre une part de lui pour exister tout entier. Il avait cru qu'en achetant le confort, il chasserait la douleur. Mais la douleur, elle, ne s'achète pas. Elle s'installe, silencieuse, dans les draps de soie et les sourires forcés. Il avait voulu être fort, il était juste fatigué. Il avait voulu être libre, il était juste enchaîné autrement. La vie de Junior rappelle que le succès n'est pas toujours une victoire. Certains montent si haut qu'ils oublient que le ciel aussi brûle. Le luxe qu'il portait n'était qu'un déguisement, cousu avec les fils de la honte et les aiguilles de la peur. Et quand la lumière du monde s'est enfin tournée vers lui, son âme, elle, était déjà dans l'obscurité. L'université, la ville, les réseaux, tout le monde pleura Junior. Mais personne ne sut vraiment qui il pleurait. Le jeune homme brillant qu'ils admiraient? Ou le garçon perdu qu'ils n'ont jamais cherché à comprendre? Car derrière chaque réussite fulgurante, il y a parfois un cri qu'on n'entend pas. Derrière chaque sourire, un pacte qu'on ne voit pas. Derrière chaque billet, une larme qui se cache. Le destin de Junior est une prière étouffée, celle de tous ceux qui confondent richesse et valeur, reconnaissance et salut. Et si son histoire devait laisser une seule trace, ce serait celle-ci. Tout ce qui brille n'est pas bénédiction. Tout ce qui élève le corps peut détruire l'âme. Junior Malonga avait trouvé le respect des hommes. Mais dans ce marché cruel, il avait vendu la seule chose qu'il possédait vraiment, sa paix. Junior avait acheté le respect des hommes, mais perdu celui de son âme.